Bonjour, je m'appelle Rikako Murata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 5. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir sur les mains, ou plutôt sur l'utilisation de la main. Vous avez certainement entendu dire ou lu beaucoup de choses. La main doit être ronde, on l'ouvre comme ceci, on doit tirer, pousser, etc. Difficile de démêler le vrai ou faux, n'est-ce pas? Pour qu'il n'y ait pas de confusion et que les choses soient claires, il faut revenir à la base, c'est-à-dire regarder votre main et écouter votre corps. Essayons ensemble. Dans la première vidéo, on avait expliqué comment on obtenait un son. C'était très simple. On fonce la touche, le marteau monte, il frappe la corde. Dans ces quelques millimètres de profondeur de la touche, on imprime à celle-ci plus ou moins de vitesse, ce qui permet d'avoir différentes dynamiques. Comme ce contrôle de la vitesse se fait sur les quelques millimètres d'enfoncement, seule la participation consciente des doigts permettra la précision de l'attaque. Donc les doigts sont importants. Mais, comme on l'a vu dans la vidéo 2, bras, mains, doigts sont connectés entre eux, ils fonctionnent ensemble et ils forment un même système. On va bien sûr utiliser la force du bras pour augmenter la force de préhension de la main. Mais regardez d'abord cette image. C'est l'illustration des muscles du bras. On peut voir que ces muscles sont grands et on pourra les utiliser pour augmenter la force générale de la main. Mais on vient de voir que pour jouer du piano, le contrôle de chaque doigt est essentiel. Si les muscles du bras sont d'une grande aide pour renforcer globalement la main, par contre, ils ne sont pas suffisamment précis pour contrôler chaque doigt. Pour jouer du piano, il faudra que chaque doigt fonctionne. La question suivante est de savoir si on doit entraîner les muscles de chaque doigt. Eh bien, non. C'est strictement impossible. Il n'y a pas de muscles dans les doigts. Par contre, ici, dans la paume de la main, il y a beaucoup de muscles qui feront bouger les doigts. Si vous cherchez à muscler vos doigts avec ce genre de mouvement, vous allez simplement abîmer votre main puisqu'il n'y a pas de muscles à entraîner. Imaginez plutôt que la fonction des doigts commence du centre de la main. Les deux doigts courts, pouce et cinquième, sont très importants pour l'équilibre de la main. On entend souvent que le cinquième est faible. C'est vrai? Regardons d'abord cette image. Tout de suite, vous comprenez que le cinquième, comme le pouce d'ailleurs, sont soutenus par de très grands muscles. Ils sont en rouge et en bleu foncé sur l'image. En ne regardant que les doigts, on a l'impression que le cinquième doigt est faible. Mais, comme je vous l'expliquais, le doigt fonctionne depuis le centre de la main. Le cinquième bénéficie donc au contraire d'un grand soutien. Les deux muscles, le rouge et le bleu, devront être spécialement entraînés. Maintenant, regardons en vidéo le fonctionnement du cinquième doigt. Si on imagine n'utiliser que le doigt, c'est-à-dire cette partie-là, il est vrai que ça paraît un peu faible. Mais on l'a vu juste avant, le cinquième est soutenu par ce grand muscle. Si on prend conscience de ce muscle et qu'on essaye de jouer du centre de la main, alors on sent que c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus stable grâce au soutien de cette partie. Il paraît que ces deux muscles, le bleu et le rouge, travaillent ensemble comme en duo et grâce à cette équipe, la main peut prendre ou penser des choses. Si vous avez cette notion en tête, quand vous jouez une octave par exemple, alors vous pourrez aussi ressentir plus simplement la possibilité de préhension de votre main. Cette idée de pince dans la main, c'est en fait ce muscle-ci et ce muscle-là qui travaillent ensemble. Lorsque le pouce fait ce mouvement, il est grandement aidé par ce muscle-là. Donc, pour jouer du piano, si on montre de ce côté, de ce côté-là, ce sera plus simple à voir. Donc, pour jouer du piano, on comprend qu'on bouge le pouce depuis cette partie. Les autres doigts ont une première phalange, une deuxième phalange et une troisième phalange. Et à partir de là, on bouge le doigt. Eh bien, c'est pareil pour le pouce.
Première phalange, deuxième phalange et troisième phalange. Et d'ici, le pouce commence à bouger en s'aidant de ce muscle. Chopin a dit le pouce tombait de la main. Avec cette explication du rôle du muscle, on comprend ce qu'il voulait dire. Alors, à quoi sert la deuxième phalange? Elle sert à passer le pouce sous la main dans un mouvement latéral comme celui-ci. Quand j'étais petite, j'ai entendu dire que cette phalange ne doit jamais se creuser et qu'au contraire, elle doit ressortir. J'ai bien essayé de tirer un peu dessus, mais rien à faire, elle reste droite. Ma main est ma main et elle ne changera plus. Mais si on a besoin de cette phalange pour passer sous la main, il n'est pas absolument nécessaire qu'elle ressorte. Bien sûr, si quelqu'un a cette phalange qui ressort naturellement, probablement cette partie est large. Et ce sera peut-être plus facile dans certains cas de prendre quelque chose. Mais encore une fois, ma main est ma main, et au lieu de tirer désespérément sur cette phalange, mieux vaut entraîner ce muscle pour pouvoir ouvrir la main de l'intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre la sensation de l'appréhension. Donc, j'essaie d'envisager différents angles. Quand je parle de prendre, j'ai un peu peur qu'on essaye de forcer. Regardons tout d'abord cette image. Quand je parle de prendre, j'aimerais que vous sentiez comme si on atterrissait sur cette partie que j'ai entourée en rouge, là où le doigt est un peu de biais. À cet endroit justement, il paraît qu'il y a beaucoup de nerfs. C'est donc un endroit très sensible. Si vous voulez savoir si une assiette est chaude ou pas, vous allez immédiatement utiliser cette partie. Cette partie a donc beaucoup de nerfs. Quand on joue du piano, plutôt que l'idée de prendre, il faut avoir l'idée de descendre et d'atterrir sur cette partie, comme cela. Après, on a l'impression d'adhérer pour rester stable dans la touche. J'aimerais ajouter un complément à cette idée. D'habitude, on atterrit sur cette partie, mais quelquefois, il faut jouer vite. Or, il paraît que si on tient le doigt un peu plus rond, il peut bouger plus vite. Donc, il peut arriver qu'on utilise le doigt comme ça aussi. Avec cette position de départ, la main a une position naturelle, c'est-à-dire que les doigts ont une courbe naturelle. Pour jouer le piano, on utilise les muscles de la main pour pénétrer dans le clavier. Si je simplifie, il y a dans la main un muscle qui permet de fermer la main et un muscle qui permet de l'ouvrir. Ces deux muscles forment une sorte de duo. Mais pour jouer du piano, à chaque fois, va-t-on fermer et ouvrir la main? Non, ce n'est pas cela. En fait, quand vous fermez la main, le muscle qui ferme la main se contracte. Il suffira de le décontracter pour que la main revienne automatiquement en place dans la stand-by position, comme un ressort. Donc, on contracte le muscle et on le décontracte pour revenir en position. Ce n'est pas qu'on ouvre et ferme la main à chaque fois. On peut apprendre beaucoup avec cette stand-by position. Je l'ai dit tout à l'heure, les doigts prennent naturellement une forme de courbe. Maintenant, regardez le dos de la main. Du deuxième doigt vers le cinquième qui est courte, il y a une descente naturelle. Cette légère descente est normale et naturelle. J'ai vu que quelques personnes qui essayent de redresser artificiellement cette courbe comme ceci, mais vous l'avez vu, ce mouvement entraîne une contraction dans l'avant-bras. Mais surtout, force à sortir le coude. Est-ce que c'est une position naturelle? Non, absolument pas. Mais en plus de cela, il y a des tensions inutiles qui risquent d'abîmer la main si on continue à jouer comme cela.
Quand le dos de la main est penché légèrement vers le cinquième, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est la position naturelle. Surtout n'essayez pas de redresser artificiellement. Cette illustration, on peut dire que c'est à la limite d'être désagréable, non? Avant, quand je travaillais quelque chose de difficile, j'ai pensé que si j'avais plus que 10 doigts, ce serait plus facile. Après avoir vu cette image, je pense plutôt que 10 doigts, c'est bien suffisant. Merci. Un peu d'expérimentation maintenant. J'ai préparé aujourd'hui, voilà, une balle de baseball. Essayez de votre côté de prendre quelque chose de rond, plutôt égal sur la surface et pas trop léger pour sentir plus facilement. Justement, en parlant de baseball, j'ai lu une histoire très intéressante racontée par un joueur qui était au poste de lanceur. Vous imaginez bien que pour un lanceur, la vitesse de la balle est très importante. Donc, la manière d'utiliser le bras est très importante. Vous voyez tout de suite le point commun avec le pianiste qui doit utiliser son bras pour donner de la vitesse au bout de son doigt. L'histoire concernait la décontraction du bras pour accélérer. Ce lanceur expliquait que si on saisit la balle avec trop de force, la main se bloque et on ne peut plus décontracter le bras. Donc, avant de penser à décontracter le bras, il faut d'abord savoir comment bien saisir la balle. J'ai essayé moi aussi et c'est bien évident que lorsque je serre trop la balle, comme cela, vous voyez la contraction des muscles de mon bras. Impossible de le décontracter. C'est la même chose au piano. Si vous forcez dans la main, vous êtes totalement hors service. Pour revenir au piano, la main doit être ferme et le bras décontracté. Quand je dis cela, j'entends souvent la réaction « Ah, ça c'est le plus difficile ». C'est vrai que dans bien des cas, le choix est entre une main et un bras bloqué, ou un bras décontracté et une main molle. Et on a tendance à penser que bras décontracté et main ferme, c'est difficile ou même impossible. Entre nous, j'ai pensé aussi la même chose. Jusqu'au jour où j'ai compris que sans même y penser, on réalisait l'impossible dans la vie quotidienne. Une des choses qu'on fait sans penser, c'est ceci, prendre le thé ou le café. Avec ce côté, c'est un peu plus difficile à sentir. Pour cette raison, j'utilise cette partie pour mon explication. Quand je tiens cette tasse, ma main utilise la force nécessaire pour que la tasse ne tombe pas et mon bras est totalement libre. Sinon, ça me fatiguerait. C'est une action qu'on fait souvent et tous les jours dans la vie quotidienne. Quand j'ai compris cela, je me suis amusée à prendre des objets partout dans la maison pour sentir. C'est cela une main solide et un bras décontracté. J'espère bien que vous allez faire un peu ce genre d'expérience à la maison. Maintenant, intéressons-nous à la manière d'ouvrir la main. Quand quelqu'un pense que sa main est petite, ou bien sûr quand sa main est vraiment petite, la plupart du temps, cette personne essaie d'ouvrir la main de cette façon. Comme ça. J'explique un peu. Cette partie, tout d'abord, est complètement bloquée. Dans cette idée d'avoir le plus grand écart possible, on ouvre en cherchant à l'éloigner le bout des doigts. Cette manière de faire est la moins efficace. Regardons de haut ce qui se passe quand on joue comme cela. Voilà à peu près ce qui se passe avec ma main. J'arrive juste à plaquer une 9e. C'est vraiment le maximum d'ouverture pour moi. En plus, je ne peux pas vraiment contrôler l'attaque librement. Mais en ouvrant d'une autre manière, vous comprendrez que vous pouvez ouvrir davantage. Concentrez-vous sur le centre de la main, c'est-à-dire sur la partie de la main située entre les deux muscles du pouce et du 5e dont nous avons parlé. Imaginez que vous allez ouvrir la main depuis cette partie comme cela. La grande différence avec tout à l'heure, c'est que les doigts ne sont pas cambrés vers l'extérieur comme tout à l'heure,
mais un peu rond et prêt à jouer. Vu de côté, comme cela. Pas comme cela. La position est meilleure pour jouer. Mais en plus, vous pouvez ouvrir plus que vous ne pensez. Regardez, pour moi, je peux jouer Do, Mi. J'ai gagné une seconde majeure. La différence est tellement évidente. La main en haut, j'ai ouvert la main en bloquant le poignet. L'ouverture est plus limitée que la photo du dessus lorsque je ouvre la main depuis l'intérieur. Comme d'habitude, nous allons finir avec la rubrique « Chatouiller votre curiosité ». Nous parlions de mains. Le compositeur Rachmaninov est bien connu pour avoir eu de très grandes mains. Au contraire d'un autre grand compositeur russe, Skryabin, qui avait de toutes petites mains et on était très complexé parce que les deux compositeurs étaient dans la même classe au conservatoire et que le professeur n'arrêtait pas de dire « Regarde comment joue Monsieur Rachmaninov ». Est-ce pour cette raison qu'il y a des pièces de Skryabin qu'on ne peut pas jouer si on n'a pas de grandes mains? On peut se poser la question. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si grâce à cela, vous avez trouvé l'occasion de réfléchir plus profondément sur votre main et son fonctionnement, j'en serai très heureuse. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine fois.